C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conversation avec le professeur Felwine Sarr sur les diverses manières d'habiter le monde. Cet événement est bien sûr très lié à la matinée du demain où l'UNIL décernera un doctorat honoris causa au professeur Sarr. Felwine Sarr est Anne-Marie Bryan, Distinguished Professor en études françaises et francophones à l'Université Duke aux États-Unis. Né au Sénégal en 1972, Felwine Sarr est tout à la fois économiste, philosophe, poète, essayiste et musicien. Son travail sur la pensée africaine et son engagement dans les processus de décolonisation l'ont amené à produire un ouvrage majeur sur le sujet, Afrotopia, en 2016. J'ai déjà vu une copie qui quelqu'un dans le public est en train de lire, donc on voit bien que ce livre est présent. Et ce livre a eu les grands prix de la recherche également. L'ouvrage vise à penser un projet de civilisation qui met l'homme au cœur de ses préoccupations en proposant un meilleur équilibre entre les ordres économiques, culturels et spirituels. Dans ces autres travaux marquants, l'on trouve aussi le rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain en France en 2018, rédigé sur la demande de la présidence française et dont il est co-auteur avec l'historien de l'art Bénédicte Savoie. Ces travaux de recherche servent de source d'inspiration à nombreux de chercheuses et chercheurs à notre institut, l'Institut de géographie et durabilité au sein de notre faculté de géosciences et l'environnement, qui s'intéresse à l'antiracisme, au décolonialisme, au développement et à l'Afrique plus largement. Felwine Sarr est proposé par la faculté des géosciences et de l'environnement en tant que docteur honoris causa de l'UNIL parce que emblématique de certaines recherches émergentes à l'Institut de géographie et durabilité et aussi à l'UNIL plus largement, et en raison de son approche très multidisciplinaire attirant l'attention internationale sur le racisme, la restitution des biens culturels et les discours problématiques sur le développement. Et aussi parce qu'il est porteur d'une vision nouvelle sur la manière d'habiter le monde ensemble, qui est aussi le sujet donc, pour la conversation tout à l'heure. Je voudrais maintenant laisser la parole au professeur Sarr. Il va donner un exposé de à peu près 20 minutes, et ensuite, il y a une table ronde qui va durer à peu près 1 heure, 45 minutes, et ensuite 45 minutes juste avec les membres de table ronde, et ensuite 15 minutes pour une discussion un peu plus large. Voilà, donc, Felwine Sarr. Donc bonjour à toutes et à tous. J'aimerais d'abord dire que je suis très très heureux d'être là. Et comme demain il n'y aura pas de discours, donc je profite de cette tribune pour remercier la faculté de géosciences et d'environnement de l'Université de Lausanne de m'avoir proposé au grade de docteur honoris causa. Je suis très heureux d'avoir un nouveau doctorat sans avoir à faire une thèse supplémentaire. Et donc j'en suis très heureux. Et je suis très heureux aussi que ça vienne de la faculté de géosciences et pas d'économie. Et que ce soit un espace où on pense l'hétérodoxie, on pense la transdisciplinarité et où on a des approches autres que celles de l'économie classique. Et je suis aussi très très heureux parce que j'aime beaucoup la Suisse. J'ai une relation très, très particulière avec ce pays qui se retrouve dans mes écrits, qui se retrouve dans mon dernier roman. Et j'ai passé un séjour de plusieurs mois à Zurich, à l'EPFZ. Donc pour toutes ces raisons-là, et un grand merci vraiment à toutes et à toutes celles qui ont organisé ma venue ici et qui ont permis que je sois là, quoi. Vraiment, un grand merci. Et merci doyen Nicolas pour la généreuse introduction. Alors, j'étais censé parler un peu de mon livre Habiter le monde, des idées que j'y développe. Il se trouve que depuis, j'ai un peu réfléchi et j'ai fait évoluer la réflexion vers habiter la terre. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous livrer une réflexion en chantier qui part de l'idée d'habiter le monde vers l'idée de l'habitabilité de la terre et qui intègre les nouvelles problématiques qui m'intéressent. Donc, en fait, je pense qu'on peut faire le constat toutes et tous que la déliaison économique, sociale,
environnemental est l'un des défis importants de notre époque. Et, et que ce défi vient d'un rapport que nous avons, un rapport instrumental à ce qu'on a appelé la nature, et que ce rapport est hérité d'une cosmologie mécaniciste de la modernité occidentale. Et celle-ci, elle nous a conduit, je dirais collectivement, avec des différences quand même, à surexploiter les ressources du biotope et à mettre en danger les conditions de reproduction de vie de la Terre. Et lorsqu'on le dit, les individus n'ont pas le sentiment que fondamentalement, on met en danger ces conditions de reproduction de la vie sur Terre et que c'est lointain. En dépit de toutes les informations que nous avons, des rapports du GIEC, de tous les rapports scientifiques, on a le sentiment quand même que c'est un propos un peu alarmiste. Et l'une des grandes difficultés pour nous, c'est de tirer les conséquences de ceci, autre que sur le mode d'une crise lointaine à venir. Alors, il y a énormément de données sur ce risque, et probablement l'une des questions, c'est de réussir à élucider quel est le nœud gordien, d'où ça vient, donc quel est le lieu de travail, où se noue ce rapport, je dirais, délicat et problématique avec le biotope. Et probablement, donc l'une des hypothèses que j'avance, c'est qu'il viendrait d'une représentation de la centralité de notre humanité dans l'ordre du vivant. Il viendrait d'une cosmologie de la séparation et qui fait que nous avons transformé le vivant en objet que nous avons soumis à nos fins exclusives. Et là, il n'y a pas que le rapport direct, le rapport technoscientifique à la réalité, il y a aussi notre rapport imaginaire au reste du vivant. Qui nous sommes, quelle est la place que nous occupons dans l'ordre du vivant. Et les enjeux, nous les connaissons tous, c'est pérenniser la vie, la rendre durable, ne pas irrémédiablement compromettre les conditions d'habitabilité de la Terre, qui est notre foyer écologique, réparer ou restaurer le lien avec le tout vivant, dont nous sommes une émanation et une composante, donc sortir d'une cosmologie de la séparation, il y a le vivant et nous, donc puisqu'il y a le vivant et nous, donc la relation n'est pas la même, et réparer ce lien que notre civilisation technicienne a fortement endommagé. Mais si on fait un petit saut en arrière, dans notre aventure humaine, durant longtemps, très longtemps, nous les groupes humains, on a été occupés à construire la communauté humaine. Construire la communauté humaine, à rendre la vie durable, et ça a été une longue lutte pour rendre la vie pérenne, pour la transmettre, pour vaincre l'hostilité de nos foyers écologiques et survivre, prélever des ressources, nous protéger des prédateurs, des hivers glaciaux, des étés étouffants, nous déplacer ou migrer lorsque nous épuisions les ressources et les moyens de subsistance d'une niche écologique. Et de cette vieille mémoire, nous avons gardé un rapport inquiet à la survie et aux moyens de subsistance. Mais vraiment un rapport viscéralement inquiet. Et lorsque la technique ou la techné nous le permit, nous nous sommes employés à dominer le monde, les terres qui nous environnaient, dont nous sommes issus, et souvent, même les humains qui y habitaient, que nous avions assimilés à la nature. Puis la longue marche des civilisations humaines, l'édification du monde. Le monde est un objet que nous avons construit avec ses artefacts, ses villes. Et puis vint la crise, fille de notre hubris. Donc celle-ci, elle est économique, on le sait, elle est écologique, on le sait aussi, mais elle est aussi sociale, environnementale, elle est aussi spirituelle, c'est aussi une crise des finalités. Un climat qui se dérègle, je n'insisterai pas là-dessus, on le sait, une planète qui se réchauffe, une économie monde et des modes de vie qui accélèrent l'entropie du vivant. Mais surtout une civilisation qui décivilise et qui met en péril la pérennité de la vie et surtout les conditions de sa reproduction. Alors, dans une réflexion antécédente et précédente, dans un essai que j'ai appelé de politique relationnelle, je m'interrogeais sur comment habiter le monde. Et l'idée que j'avançais, c'est qu'on pouvait mieux habiter le monde en y établissant des relations de meilleure qualité. Que le monde était un nœud multiple à plusieurs échelles de relations. C'est un nœud relationnel. Et que nous avions fait beaucoup de progrès, des progrès techniques et scientifiques, mais que nous avions fait très peu de progrès relationnels, très peu de progrès subtils. Avec l'idée que justement, et l'idée que j'avançais, c'est que le progrès véritable est dans la capacité d'une civilisation à produire des relations de qualité entre ces différentes composantes ou des relations de croissance mutuelle ou des relations symbiotiques. Puisque les civilisations, elles mettent en jeu une pluralité d'ordres, des ordres techniques, scientifiques, des ordres naturels, des ordres sociaux, politiques, les relations avec le vivant et comment une civilisation articule, y compris dans la communauté politique, des modalités relationnelles qui sont
des relations de qualité entre les différents ordres, et qui font que lorsque les uns sont en croissance, les autres le sont aussi. Donc cette idée de croissance mutuelle, donc de symbiose. L'erreur était peut-être, pour ma part, de penser ces questions uniquement dans l'espace du monde. Donc je l'ai pensé dans l'espace du monde, dans l'espace du politique, où j'avais une réflexion sur les frontières, j'avais une réflexion sur la relation du vivant, mais fondamentalement, le texte s'appelle « Habiter le monde ». Et c'est peut-être ça mon erreur, c'est de les penser dans l'espace du monde, et qui est notre création. En fait, le monde est notre création. Le biotope nous accueille, c'est notre foyer écologique, le tout vivant, mais le monde est notre création. Et ce monde, nous l'avons construit avec ses villes, ses objets et ses artefacts. Et la crise civilisationnelle dont nous faisons l'expérience, à mon avis, et elle doit nous pousser à repenser notre rapport à la vie, à la mort, à la terre, me semble-t-il, est plutôt une crise dans notre manière d'habiter notre foyer écologique premier, qui est la terre. Donc je ramène la question du monde vers la terre. Et il s'agit, comme l'affirme Val Le Plumoude, de sortir d'un déni, des fois inconscient, non formulé, d'un déni d'appartenance à la terre, qui nous amène à souhaiter éradiquer l'altérité de ce qu'on appelle la nature en la soumettant à notre volonté. C'est-à-dire que lorsqu'on veut soumettre la nature à notre volonté, c'est qu'on considère que son altérité, elle doit être réduite, qu'elle ne peut pas être un agent avec sa propre altérité en face de nous, avec sa propre agentivité. Et une chercheure comme Geneviève Azam, elle nous invite à considérer que les choses et les espèces vivantes, celles qui existent en dehors de l'ingéniosité humaine, celles qui ne font pas partie du monde que nous n'avons pas créé, que nous avons trouvé là, sont un don dont nous héritons, mais un don qui nous engage, et recevoir ce don implique assumer la réalité physique et sensible du monde, c'est-à-dire et prendre cette donnée-là au sérieux et reconnaître surtout que les choses naturelles, reconnaître leur altérité, reconnaître leur caractère donné, reconnaître leur singularité, c'est reconnaître aussi les fondements autres qu'humains de son être. Donc, considérer que notre être au monde a principalement des fondements en dehors de notre propre humanité. Et que ces fondements qui sont en dehors de notre propre humanité fondent notre rapport. Et selon ces auteurs, ce sera seulement à ce moment qu'on pourra pleinement habiter la Terre sans la détruire. Donc reconnaître les fondements autres qu'humains de notre être au monde, leurs nécessités, mais surtout en tirer toutes les implications. Et l'une des implications, c'est de considérer que notre vocation première n'est pas, bien évidemment, elle est de vivre, elle est de répondre à nos besoins, elle est de nous déployer, mais elle n'est pas de maîtriser et de dominer le monde vivant, mais de reconnaître que nous sommes des membres à part entière de la communauté biotique. Nous appartenons à une communauté biotique et il s'agit de prendre la mesure de la continuité entre humain et ce qu'on appelle nature, mais aussi l'agentivité propre de cette dernière. Et la difficulté ici, c'est de relativiser un anthropocentrisme excessif, qui est le nôtre aujourd'hui, d'une part, mais aussi de relativiser un écocentrisme excessif qui tendrait à nier la singularité des humains. C'est ça notre difficulté. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de passer d'un anthropocentrisme excessif vers un écocentrisme excessif et dire que nous n'avons aucune singularité, que les plantes, les humains, que c'est la même, que tout ceci relève de la même nature. Mais il est certes impossible d'éviter tout rapport instrumental avec la nature, entre guillemets. On ne peut pas éviter le rapport instrumental, puisqu'on est pris dans une chaîne et dans une communauté. Mais on peut admettre la part irréductible et indisponible de ce qu'on appelle la nature, qui a une part qui ne nous est pas disponible et qui est irréductible à notre rapport au monde. Et on peut le reconnaître aussi dans leur propre agentivité. Et il s'agit pour nous, donc je pense, mieux que comment habiter le monde, de réfléchir à nouveau à comment à nouveau habiter la Terre et faire communauté avec tous ses habitants, donc le tout vivant. Donc j'essaie de déplacer le curseur vers cet espace qui est l'habiter la Terre. Mais cette réalité, en fait, elle nous pose un défi ontologique et je me propose d'examiner le défi ontologique parce qu'en fait, dans l'histoire de notre humanité et dans l'histoire de l'identité qui est la nôtre et dans la manière dont nous pensons et représentons, il y a un désir de déconditionner la condition humaine. Il y a un désir de nous extraire du lien ombilical avec le vivant et d'être ceux qui créons les conditions, des fois artificielles, de notre vie. Il y a un désir démiurgique de devenir des gens qui nous autoproduisons. Alors, le défi ontologique qui est le nôtre est lié au désir que certains humains ont. Ce n'est pas tout le monde, mais ça existe. Il y a, dans les récits tournés vers le futur, dans la pluralité des récits, il y a celui du transhumanisme et un peu
ce récit révèle un désir de s'extraire des conditions naturelles de la vie humaine. Ces conditions seraient déficientes, limitatives, et avec les progrès du savoir, de la technique, nous serions en mesure de nous créer, de nous recréer et de transcender les limites de notre condition biologique. On estime que celle-ci, elle est limitante. Et ce désir-là se fait de plus en plus, je dirais, pressant dans une partie avancée technologiquement du monde. En somme, il y a un désir de mutation de l'espèce vers une humanité hybride, un assemblage biologico-technique qui deviendrait le support et le lieu d'où on fait désormais l'expérience de la vie, un humain-machine qui serait une forme incarnée d'une humanité augmentée. Et la technologie, dans ce cas, elle passe d'un outil de médiation entre la matière et l'esprit. C'était un outil qui nous mettait en relation avec la matière. Elle devient une eschatologie. Elle devient un moyen de répondre à des fins, à des finalités, etc. etc. Et celle-ci accompagnerait le projet d'artificialisation de la vie, ainsi que de la volonté de s'extraire des conditions naturelles ou biologiques et d'opérer ce que j'appelle une mutation ontologique. Il y a ce désir-là, si vous lisez les textes transhumanistes, il le reflète à souhait. Donc ce projet est un projet d'une eschatologie technologique, humain augmenté, transhumanisme. Ce projet, il dessine de potentielles nouvelles significations de ce que être humain et être vivant. Donc il re-questionne. C'est quoi être humain? C'est quoi être vivant? Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce projet viennent se nicher les vieux rêves d'immortalité et de toute puissance des humains, ainsi que ceux de la sortie de notre condition de vulnérabilité. Ces rêves trouvent ici un écho. Fondamentalement, dans notre profond psyché, il y a un rêve et un désir de sortir de notre condition de vulnérabilité. Et donc, du coup, dans ce projet, cette eschatologie technologique lui trouve un écho. Et cet humain augmenté, en intégrant des prothèses à ses organismes et tissus, s'affranchirait des contraintes liées aux limites du corps et du cerveau, et les possibilités d'extension du corps, avec l'élargissement des facultés de perception de celui-ci, feront qu'il y a même un désir que le corps ne soit plus l'unique siège de la conscience, qu'on puisse transférer la conscience dans un lieu beaucoup plus performant que le corps. Et le virtuel, devenant ainsi l'un des supports possibles de l'existence et de son déploiement. Donc le virtuel n'est plus juste un artefact avec lequel on articule, mais il pourrait devenir un support de déploiement de l'existence. Et ceux qui tiennent à la mutation de l'espèce humaine, ben, ils ont un désir de déconditionner la condition humaine, de la rendre libre, et par l'accroissement et l'élargissement de nos facultés d'action, de perception et de connaissance. Il faut reconnaître que cette configuration nouvelle, elle offre des possibilités importantes à la médecine réparatrice et régénérative. Donc il y a des exemples qui sont intéressants. Et cependant, elle est considérée par les tenants d'un transhumanisme comme un saut évolutif qualitatif, avec l'idée de dire, ben justement, il est temps que nous déconditionnions la condition humaine et qu'on peut nous-mêmes être à l'origine d'un saut qualitatif de notre humanité. Alors, et cette nouvelle manière d'être vivant, elle consisterait désormais à remettre en cause notre lien ombilical avec le reste du vivant, en produisant de la négantropie avec de l'artificiel. Alors, la question que ça pose, c'est pour rendre la Terre habitable, le monde et ou la Terre, ou le monde et la Terre, nous serions en quelque sorte, si on suit cette ligne de pensée, obligés de l'artificialiser et d'en dénaturaliser les conditions. Ça, c'est leur hypothèse. Alors, la question que je me pose, c'est ce processus d'artificialisation des conditions de la vie relève-t-il d'une nécessité? Est-ce que c'est la marche des civilisations humaines qui nous y emmènent de manière inéluctable? Ou est-il l'expression d'une crise identitaire et existentielle que nous traversons? Donc, où se situe le curseur? Devons-nous préserver le vivant tel qu'il s'est donné à nous? Il est là, et donc faire un effort pour lui préserver ses conditions de régénération, ces cycles naturels tels que c'est donné à nous, ou devons-nous en accélérer l'immutation et ouvrir la voie à une nouvelle condition de l'humain post-moderne? Donc ça aussi, c'est une question que je me pose. Et plus que qui nous sommes, se pose aussi la question de qui voulons-nous devenir comme espèce. Est-ce que la question de notre identité, ce n'est pas une question qui se pose au futur? Est-ce que nous serions en mesure de redéfinir le type d'espèce que nous souhaitons devenir? Alors, l'entreprise de modification du vivant, d'altération génétique de ces organismes,
y compris les tentatives sur le génome humain, elles relèvent de ce désir de déconditionner la condition humaine, de s'extraire des conditions naturelles et biologiques, mais elles se heurtent quand même à une impossibilité. Actuellement, nous sommes encore extrêmement dépendants pour notre survie de notre biotope. Nous n'en sommes pas là, nous n'en sommes pas aux mesures où le projet d'artificialisation des conditions de la vie n'est à ce jour pas en mesure de fournir les ressources nécessaires à notre vie sur Terre. Même si certains rêvent d'aller sur Mars, de la terraformer, de la rendre habitable, Elon Musk, etc., etc., à l'heure où nous parlons, nous ne pouvons pas nous extraire des conditions naturelles et originelles du biotope. Nous n'en sommes pas là. Ça reste encore dans l'espace de la projection. Notre vie quotidienne est fondamentalement liée aux ressources que nous tirons de cette planète. Et continuer à détruire le vivant qui nous accueille, c'est non seulement commettre un écocide, c'est l'un des risques, mais également préparer un futuricide, et c'est notre réalité actuelle. Alors, mais jusque-là, la réflexion, elle était sur la condition humaine, les conditions d'habitabilité, les conditions de préservation de la pérennité de ces conditions. Mais elle ne portait pas sur la question de la vie, avec l'idée que, qu'est-ce qu'une vie? Et Judith Butler, dans une réflexion sur comment mener une vie bonne dans une vie mauvaise, elle souligne que nous ne pouvons plus envisager les corps humains, nos corps, tout simplement, sans évoquer les environnements, les machines, les systèmes complexes d'interdépendance sociale sur lesquels ils reposent et dont l'ensemble forme les conditions de possibilité de l'existence de nos corps et de nos survies. Nous ne pouvons plus les penser comme des singularités déliées du reste, et que fondamentalement, nos corps humains vivent parce qu'ils sont pris dans un réseau interdépendant complexe de mondes en assistance qui autorise leur vie. Et que satisfaire les exigences qui permettent au corps de subsister est un prérequis de la vie, d'accord? Mais pour être vivable, celle-ci doit être bien une autre chose que la survie. Et il s'agit d'excéder la question de la survie des corps et des exigences fondamentales de celle-ci et de se poser la question de la capacité de mener une vie bonne. Et cette préoccupation, c'est une préoccupation de la philosophie morale. Énormément d'auteurs la travaillent, Amartya Sen, Martha Nussbaum, dans leur réflexion sur les capacités et la possibilité de mener une vie que l'on a choisie et dont on a déterminé le sens ou l'essence et les significations, et surtout l'échelle de valeur. Donc ça, c'est la question de la vie bonne. Et nous ne pouvons plus envisager les corps humains sans évoquer tous les systèmes complexes d'interdépendance qui fait que justement, pour réfléchir à une vie vivable, il ne s'agit pas simplement de poser la question de la vie bonne, mais de tirer les conséquences du fait que notre existence dépend de ces systèmes d'assistance qui sont à la fois humains et non humains. Notre existence, elle dépend d'assemblages humains et non humains. Nous vivons au sein d'organisations sociales de la vie. Sans celles-ci, nous ne pouvons pas vivre. Et de régimes biopolitiques qui disposent de nos vies. Et nous ne pouvons pas subsister sans les mondes biologiques et les formes sociales de vie et ces différents assemblages. Donc, toute cette architecture nous rend interdépendants. Et les relations complexes qui constituent la vie corporelle doivent nous amener à ne plus seulement penser l'idéal humain, mais à nous occuper de l'ensemble complexe des relations sans lesquelles nous n'existons pas. Donc la réflexion, elle n'est plus sur ma vie individuelle, ma propre vie, ma vie sociale, elle est plus étendue, car elle est articulée à la vie d'autres êtres vivants. Donc je ne peux plus m'offrir le luxe de la penser dans sa singularité et d'omettre le fait qu'elle n'est possible que dans le réseau d'articulation avec celle d'autres êtres vivants et des systèmes et des assemblages humains, non humains. Quelle est la conséquence de cette réalité? C'est que mener une vie bonne, c'est également être en mesure de penser une anthropologie et des ontologies qui sont relationnelles, qui ne sont plus identitaires, qui ne relèvent plus de l'essence absolue de ma propre individualité. Donc des anthropologies et des ontologies relationnelles. Donc du coup, si on part de ce constat et qu'on en tire toutes les implications, l'urgence est donc de repenser les fondements éthiques et philosophiques, ainsi que les imaginaires de notre rapport au vivant, et comprendre et prendre acte du fait que notre condition d'humain vivant est co-substantiellement liée à celle du vivant et aux interactions que nous entretenons avec lui. Et il s'agit maintenant de réfléchir à comment on coopère avec la communauté des existants, en établissant, et là je reviens à la question de la relationnalité, en établissant des relations de mutualité avec ces derniers, et des relations qui, idéalement, seraient fondées sur la réciprocité, sur le soin et sur la réparation. Et au fond, il ne s'agit pas simplement d'habiter la Terre ou de mieux habiter la Terre,
parce que même cette formulation, elle atteste encore d'un rapport d'extériorité. Nous habitons la Terre, mais de reconnaître que la Terre nous habite, et que nous sommes la Terre, et que nous en sommes les enfants et le fruit. Donc soigner, réparer le vivant nous est nécessaire, car à travers ce geste, c'est nous que nous soignons, nous nous auto-réparons et nous nous auto-préservons. Et donc, il s'agit de nous libérer collectivement du mythe, de notre autosuffisance, ainsi que du fantasme de notre capacité d'autocréation. Nous départir de ce désir de sortir de la relation de dette et de dépendance que les conditions de vie nous imposent. Et les arts et les mythes ont largement exploré les limites de ce délire de puissance et de ce désir d'autonomie absolue que nous avons, et ce désir de sortir de la relation de dette et de dépendance que les conditions de vie nous imposent. Et ceci nous amènerait peut-être à penser une nouvelle écologie des liens. Donc répondre aux défis que pose notre civilisation technoscientifique. Donc ces défis, la déliaison ou les déliaisons, les dérèglements climatiques, les écocides en cours, les risques de futuricides, pourraient nous amener à réinventer des cosmologies ou des cosmovisions qui sous-tendent et structurent notre rapport au vivant, notre place au sein de cet ordre, les rapports que nous entretenons avec ces différentes modalités. Ça pourrait nous amener à envisager des ontologies du lien et des cosmologies qui sont productrices de formes de vie qui préservent l'équilibre du vivant, la qualité de la coopération sociale et celle des liens qui l'enrichissent. Alors, j'aimerais juste terminer pour dire que ces ressources, elles existent, on peut les inventer, mais elles existent déjà en Afrique, en Amérique latine, en Amazonie, en Océanie, dans l'Europe pré-moderne. Énormément de groupes humains sont héritiers de cosmologie et de cosmovision qui ont établi des rapports entre humains et non-humains qui sont fondés sur l'idée de l'unité du vivant. C'est une idée qui nous semble des fois lointaine. Et ces cosmologies, non seulement elles établissent un continuum entre les existants, ils ne font pas de distinction claire, c'est ce que Descola a dit dans son travail, entre les humains, les plantes et les animaux. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant ici, c'est que ces cosmologies estiment que la conscience réflexive, l'intentionnalité, la socialité, la vie affective ne sont pas le propre de l'humain. C'est-à-dire qu'en nous auto-instituant alpha et oméga, conscience lumineuse de l'univers, nous sommes attribués des qualités exclusives. La relationnalité, l'intentionnalité, la conscience réflexive, l'affectivité seraient proprement humains. Et donc nous avons désanimé le reste du vivant et nous nous sommes attribués exclusivement ces qualités-là. Et les collectifs d'existants, on peut les appeler ainsi, animaux, végétaux, humains, ils partagent des attributs de mortalité, de vie sociale, de réciprocité et de connaissance. Celle-ci aussi ne serait pas une exclusivité de l'humanité. Et les interactions avec les communautés de vivants sont certes conçues sous le signe de l'utilité dans ces cosmologies. On a besoin de ces communautés-là et de la nécessité. C'est des interactions nécessaires, mais elles peuvent être également envisagées sous le signe de l'affinité, de la coopération et de l'interdépendance. Ce ne sont pas des termes qui sont mutuellement exclusifs. Et en raison de la capacité de métamorphose du vivant, les frontières entre les collectifs d'existants, elles sont poreuses et les catégorisations ontologiques aussi, elles sont fluides. Et dans la cosmologie Ewe, au Togo et Yanomami, donc j'essaie de les comparer au Brésil, l'animalité et ses discontinuités, elles émergent de l'idée d'une humanité originelle. Ainsi, les humains ne proviennent pas d'une animalité antérieure. Dans la cosmologie moderne, les humains seraient le dernier stade d'évolution de la vie, de la minéralité à la végétalité, à l'animalité, et l'humanité serait le dernier pan de l'évolution, le dernier niveau. Et les humains, dans ces cosmologies, ne proviennent pas d'une animalité antérieure dont ils constitueraient le sommet, et leur vision est à l'inverse de l'évolutionnisme naturaliste moderne et occidental. Les humains ne constituent humblement que l'un des nombreux peuples qui habitent le vaste monde et font le paysage cosmopolite et interlocutoire des uns et des autres. Dans ces cosmovisions, il n'y a pas de déni de co-humanité, et surtout les hiérarchies du vivant qui sont postulées dans les cosmologies mécanistes sont renversées, et dès l'instant qu'elles sont renversées, elles impliquent d'autres formes de relationnalité. Et c'est peut-être ça la difficulté pour nous de descendre de ce piédestal-là. Et ces cosmologies, elles postulent également, et ça c'est important, un lien de continuité entre les corps individuels, les corps sociaux et les écosystèmes. Donc si on considère que ce lien-là est ténu, et donc ceci implique que l'atteinte à l'environnement affecte les liens sociaux, et vice-versa. L'atteinte des liens sociaux affecte l'environnement, et que ces trois entités doivent être envisagées et pensées ensemble, les corps individuels, les corps sociaux et les écosystèmes. Et les questions donc, du lien social, politique, environnemental, elles appellent à être envisagées et pensées ensemble.
On ne peut plus avoir une réflexion séparée sur le politique, une sur le social, une sur les questions environnementales, et en ne prenant pas acte du fait qu'il y a une continuité entre ces différents corps sociaux. Et ces cosmologies, dont je finirai là-dessus, sont d'importantes ressources imaginaires, symboliques et politiques qui nous permettraient de penser une nouvelle ontologie relationnelle. Donc je vous remercie de votre aimable attention. Bon, merci beaucoup. J'invite des participants à la table ronde de venir s'installer par ici. Je suis ravie d'avoir parmi nous 3 participants. Au milieu, on a Karine Durand, la directrice du musée ethnographique de Genève. On a aussi Bénédicte Brunet, directrice artistique de la Grange à l'UNIL. Et puis on a Violante Torre, qui est doctorante dans notre faculté. Et donc, on aura des échanges ici et puis un échange avec le public aussi. Donc, on va d'abord commencer avec le monde artistique. Donc, on a commencé avec Bénédicte. Compte tenu des propos de Felwine sur l'habiter le monde, comment vous voyez le rôle du théâtre en général et puis la Grange en particulier avec quelques exemples? Bonjour, merci. Oui, effectivement, alors je vais peut-être, pour commencer, vous montrer d'où on vient, parce que justement, moi, j'avais réfléchi aussi à partir de la réflexion de Felwine et sa question sous-jacente à ses écrits de comment rendre la Terre plus habitable, le monde plus habitable. Et ça, c'est aussi une question qui est assez sous-jacente à la création artistique. À l'époque antique, mais bon, on y reviendra, on n'arrivait pas à séparer le théâtre de l'idée de catharsis, donc c'était quand même un moment qui était là pour se libérer de sentiments négatifs, de se purger de quelque chose de mal. Et puis, alors on voit à quel point la vision était autocentrée, parce que ça servait à l'homme pour justement se débarrasser de ses sentiments négatifs. Aujourd'hui, on a un petit peu dépassé cette définition, mais quand même, je trouve que la création artistique, elle gagne l'œuvre d'art, elle garde ce rôle qui, à mon sens, est très social, cette fonction qui permet, parce qu'elle permet la définition, en tout cas la mise en forme de langage qui, par le sensible, va lier les humains entre eux. Elle permet justement d'avoir cette fonction de lien et de nourrir cette question de la relation. Aujourd'hui, donc, dans les penseurs peut-être les plus, je dirais, établis en Occident sur ces questions de définition de l'art, on a notamment Nicolas Bourriaud qui a parlé récemment du fait, dans une interview, du fait qu'une œuvre d'art qui pouvait pour lui être réussie, en tout cas une belle œuvre, comme il dit, à savoir comment on définit beau, mais la belle œuvre, c'est une œuvre qui permet d'engager, de générer un dialogue durable. Voilà, donc on est quand même un petit peu sorti de ces questions de nettoyage, mais on est sur le dialogue entre humains. Alors après, il rajoute aussi la question de l'esthétique inclusive, qui est aussi une façon d'emmener avec sur ces réflexions, d'emmener le vivant aussi à l'intérieur de cette réflexion. En tout cas, pour tout ça comme contrepoint à ce qui serait la marchandisation de l'art aujourd'hui, et pour rebondir aussi sur des propos que le professeur Sarr et puis également votre collaborateur Achille Mbembe apportent en dénonçant en fait les bases des politiques contemporaines occidentales qui seraient axées sur l'exclusion et puis ce désir d'apartheid aussi que dit Achille Mbembe. Voilà, donc on est plus du côté de l'inclusion et je pense que tous les artistes aujourd'hui, que ce soit au théâtre ou dans les arts visuels, qui sont sensibles à ces questions de marchandisation et d'inclusion sont extrêmement sensibles à ce que peut justement apporter l'art sur les questions de relations, cette urgence des relations et des liens à renouveler, à nourrir sans cesse. Alors bien sûr, la question au théâtre,
Je continue encore un petit peu, mais la question du lien renouvelé, de cette forme du lien qu'on produit au théâtre, elle se pose sans cesse, beaucoup entre humains, mais de plus en plus aussi avec le vivant globalement. Alors c'est compliqué parce qu'on est quand même assez limité, le théâtre c'est une boîte noire, c'est des corps, on est vraiment extrait à la fois de la société, de la nature, etc. Il y a la volonté aussi d'isolement, mais quand même la relation au vivant, elle se pose. Voilà, donc j'ai plutôt envie de dire que pour l'instant on fait un petit peu ce qu'on peut, on n'est pas encore dans des nouvelles cosmologies, mais c'est aussi là où on trouve un lien, c'est dans le renouvellement des imaginaires. En fait, c'est quand même un lieu où se construisent des imaginaires, se proposent de nouveaux imaginaires, sont représentés des nouvelles formes, et c'est là où on peut travailler. Alors on travaille ici à l'université avec des chercheurs et des chercheuses aussi sur ces questions du vivant, avec les géosciences, avec le centre de compétences en durabilité. On travaille aussi avec le centre d'études théâtrales, bien sûr. Là, très récemment, on a travaillé avec une chercheuse qui n'est pas à l'université de Lausanne, mais qui a articulé une très belle réflexion, en tout cas très utile pour les arts de la scène, sur les liens entre les arts de la scène et l'écologie, en proposant une sorte de boîte à outils, à partir de quoi on peut travailler en fait ce lien au vivant, à l'écologie, ces questions écologiques sur scène. Alors ça peut être à partir des thématiques qui sont proposées dans les spectacles, et ça on voit de plus en plus souvent que les thématiques en fait s'ouvrent à des questions qui étaient jusque-là qui étaient moins présentes dans les théâtres. Il y a aussi toute la question de la dramaturgie et de l'esthétique, et c'est là aussi peut-être sur la question de la forme. C'est là où on ose peut-être plus qu'à une époque sortir du théâtre, même en étant un théâtre un peu conventionnel, voilà, en sortir. Les artistes qu'on accueille sur scène à la Grange aussi, ils se posent beaucoup la question du regard anthropocentré. Alors voilà, on en est encore un petit peu sur le fait de sortir de l'anthropocentrisme. Comment est-ce qu'on décale le regard, le décentrement. On a accueilli un artiste dont l'alter ego scénique est une vache qui s'appelle Soya the Cow, et qui vraiment incarne ce combat pour le transspécisme et le véganisme. On accueille aussi très bientôt une compagnie qui travaille sur la question de l'hybridité entre le végétal et l'humain, en représentant des badweeds sur scène, qui sont en fait un groupe de chanteurs et de chanteuses complètement hybrides entre mauvaises herbes et humains. Voilà, on bricole des choses, on est quand même coincé un peu encore dans notre corps et dans notre voix, mais voilà, c'est ce qu'on fait. On a aussi une metteuse en scène qui a travaillé sur les questions de migration des plantes et des arbres sous l'effet du réchauffement climatique. Donc voilà, c'était à la fois par le propos et par la forme que prenait cette pérégrination dans la nature, qu'elle nous a en fait essayé de faire ressentir l'état migratoire de la plante à ce moment-là, du rhododendron en l'occurrence. Voilà, c'est quelques exemples. Après, évidemment, la question aussi de l'empreinte, elle est très forte. Comment est-ce quelle empreinte on laisse, quelle trace on laisse quand on crée une œuvre artistique. Ça, c'est peut-être aussi ce qui peut nous permettre de prendre plus conscience de comment le monde nous habite, en fait, d'être un peu moins dans le décalage de vision, mais comment est-ce que on sort de ce rôle de démiurge qui construirait son monde à sa vision. En fait, comment est-ce qu'on s'efface un petit peu du monde à travers aussi la création d'œuvres d'art. Ça, ce sont des questions complexes. Beaucoup d'artistes et d'œuvres sont inspirés des formes de vie, du vivant, qui sont assez exceptionnelles et intéressantes, comme le mycélium, par exemple, qui sont justement basées sur l'entraide, la diversité et la collaboration, et effectivement aussi la permaculture. On essaie de s'organiser parfois en permaculture, donc on plaque comme ça des concepts sur notre façon de produire des spectacles. Voilà, et puis après, pour revenir un petit peu aussi peut-être sur cette question de la relation, on aime aussi beaucoup travailler par itération à la Grange, donc on va essayer d'être très conscient de l'écologie de nos pratiques, des personnes qui habitent aussi sur le même territoire que nous, avec qui on peut directement échanger, quelles relations on nourrit, on invente à partir de ça. Alors ça, c'est aussi peut-être en faisant apparaître dans l'imaginaire, donc notre univers proche, c'est l'Université de Lausanne. Peut-être qu'un des
axes. Un des outils qu'on peut justement activer, c'est de faire rentrer un peu plus l'univers du scientifique dans celui de l'artiste et inversement. Comment est-ce qu'on introduit des artistes dans des univers scientifiques? C'est une façon de renouveler aussi les univers plus proches, voilà, peut-être moins collectif, mais plus proche à sa propre pratique. Et puis ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça donne l'interdisciplinarité, ça permet tellement de choses incroyables. Ça permet aussi de mixer les échelles de valeur. Évidemment, au sommet de l'échelle de valeur artistique, il y a peut-être le sensible. Comment on le mixe avec ce qu'il y a au sommet de l'échelle de valeur de la recherche et des scientifiques. Et ça permet des échanges incroyables. Ça permet de se rendre compte aussi que c'est pas tout à fait vrai et que unilatéral dans ce sens-là, mais qu'il y a des mix bien plus grands, qu'il y a évidemment des chercheurs et des scientifiques qui nous transmettent énormément de sensibles avec passion, et inversement des artistes qui travaillent avec de nouveaux paradigmes et leur mise en pratique, qui est aussi un moyen de se rendre compte de ce qui peut être fait dans la réalité. Donc voilà, c'était un peu quelques exemples de la façon dont on envisage cette question de cette relation au vivant, évidemment à travers les nouveaux imaginaires, de ce qu'on peut aussi construire, introduire sur scène la question de ce monde qui nous habiterait et des cosmologies qui replaceraient en fait l'humain à l'endroit où il doit être dans cette vie sur Terre. C'est des ouvertures qui sont vraiment intéressantes. Donc merci pour ce nouvel apport aujourd'hui. Merci. On va aussi écouter Felwine à ce sujet. Ah oui, d'accord, oui, on a trop. Ce sujet-là, tu avais aussi visité l'Université de Lausanne à plusieurs reprises, une visite aux facultés des lettres par rapport de ton roman, aussi une collaboration avec le VIDI. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu mobilises l'idée d'habiter le monde, de la Terre, dans le monde artistique? C'est une question difficile. Je pense qu'en t'écoutant, il y a cette idée que l'espace artistique peut être un espace de la relation. Maintenant, la difficulté que je vois, c'est que je le conçois comme un espace de la relation interhumaine. Pour l'instant, je ne vois pas les langages qui nous permettent de sortir, tu vois, de la communauté humaine. Et que, généralement, c'est aussi une production qui est censée affecter nos subjectivités à nous, qui est censée nourrir nos imaginaires, qui est censée nous mettre en résonance. Et donc, du coup, la construction de la communauté sociale et politique avec un espace relationnel amélioré, je veux dire, la production artistique et celle des imaginaires, elle joue un rôle fondamental puisque son lieu, c'est affecter nos subjectivités et puis donc nourrir et nous créer. La difficulté que je vois aujourd'hui, c'est en tout cas dans le dialogue avec les collectifs d'existants qui ne sont pas humains, ou peut-être dans la représentation de notre place dans cet espace vaste. Peut-être que le travail artistique il peut nous aider à interroger notre place dans ces cosmologies-là, à les réinterroger. Mais j'avoue que je bute sur la limite de quels sont les dialogues que nous sommes en mesure d'articuler avec les autres collectifs d'existants. Comment est-ce que aussi, même si nous repensons dans des espaces discursifs et de la représentation, notre rôle, notre place, comment nous ne restons pas autistes, comment nous ne restons pas encore entre nous, et qu'est-ce que la proposition artistique peut amener ici. Et je trouve que c'est une interrogation. Oui, tout à fait. C'est compliqué. On va passer peut-être au musée, qui est aussi un monde aussi de relationnel. Dans son récent ouvrage, Françoise Vergès a qualifié le rapport Sarre-Savoie comme un tournant dans le monde des musées qui a fait modifier les choses, ou pas. C'est aussi un débat. Donc, on a Karine. Qu'est-ce que les musées de Suisse doivent faire dans ce domaine et le rôle des musées ethnographiques en général et puis aussi au MEG, et qu'est-ce que vous faites dans ce domaine pour aider la société de comprendre comment mieux habiter le monde? Alors, ce qui m'intéressait beaucoup dans la présentation que Felwine a fait maintenant, et c'est quelque chose qui m'avait déjà marqué dans son livre Habiter le monde, c'était de repenser à ces relations. Comment on fait pour développer de nouvelles relations? Et quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce qu'a dit Felwine tout à l'heure, qui parlait de comment on fait pour produire de nouvelles relations de qualité
fondée sur la réciprocité, le soin et la réparation. Et en fait, je vais répondre juste maintenant à ta question. Au niveau du musée d'ethnographie, ce qu'on tente de faire, c'est de repenser la notion de décolonisation dans un ensemble plus vaste, basé sur les relations de qualité et notamment sur la notion du prendre soin. Et donc, c'est comme ça que moi, j'insère la relation de la décolonisation. Ce que vous savez sans doute, et en tout cas ce que nous, on remarque tous les jours, c'est que les musées en général, mais les musées d'ethnographie peut-être en particulier, sont des lieux qui, pour beaucoup de personnes qui viennent ou ne viennent pas au musée, sont des lieux qui expriment la violence et la souffrance. Et du coup, évidemment, on est là dans une tension. Comment on prend soin, comment on met en avant le soin dans un lieu qui est considéré comme des lieux de violence et de souffrance. Et ce qui, moi, m'intéresse beaucoup dans notre manière de travailler, c'est d'essayer de voir comment on peut assembler, et quand on parle d'assemblage, et je parle beaucoup d'assemblage moi-même, et comment on fait pour assembler des humains et des non-humains, en partant du public, bien entendu, mais de nos partenaires, et une grande partie de nos partenaires, ce sont les collections du musée, des non-humains. Donc comment on s'assemble tous ensemble autour de cette question de prendre soin, parce que ce que j'ai pu remarquer aussi au cours des dernières années, des 20 dernières années dans lesquelles j'ai travaillé dans les musées, c'est que je suis persuadée que les musées sont aussi des lieux qui soignent. Donc en fait, la tension est là. Comment on fait pour être un lieu qui soigne quand on exprime la violence? La violence du fait de la manière dont ces objets ont été acquis, parfois, la manière dont ces objets sont présentés ou ont été présentés, parfois souvent sans le consentement des communautés concernées, et un lieu où on parle de personnes en disant que ce sont des objets. Et là, je pense au reste humain. Donc ça, c'est toutes les questions qu'on a en tête quand on réfléchit en termes de décolonisation, en l'intégrant de manière plus vaste dans l'optique du prendre soin. Et au musée, de manière concrète, ce qu'on essaye de faire ces dernières années, c'est de partir d'appuis finalement méthodologiques. Et notre appui méthodologique qu'on a trouvé ces dernières années, c'est la responsabilité sociale et sociétale des organisations. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'intégrer cette notion de prendre soin dans 4 domaines en même temps. Donc je donne juste très rapidement des exemples. Le prendre soin, par exemple, dans les expositions, c'est de repenser les scénographies de manière éco-responsable, tout simplement, en réfléchissant de manière plus approfondie sur la durée de vie des matériaux. Et donc la durée de vie des matériaux, un exemple tout concret, on a, il y a quelques années, en 2020, travaillé avec une entreprise qui construit du plastique durable, qu'on appelle le Good Plastic. Donc c'est de la rassemblage de plusieurs bouts de plastique qui nous permettent d'avoir des simèses ou des murs de séparation. Et nous, on a construit un banc dans une exposition. Et régulièrement, ce banc, on le retrouve recomposé de manière différente d'exposition en exposition depuis 3 ans. Donc c'est comment repenser la durée de vie des matériaux. Donc ça, c'est une notion de prendre soin. Une autre manière dans les collections, c'est de repenser notre collaboration avec les communautés d'origine des objets du musée et de repenser la notion de propriété des collections. C'est sortir de l'idée que les musées et les organismes de tutelle qui les accompagnent sont des propriétaires ultimes, exclusifs, mais repenser la gestion partagée des collections. Et ça peut aller de la recherche de provenance, la recherche d'historique de l'objet. Par exemple, on le fait avec 7 autres musées en Suisse. On est inscrit dans un projet de collaboration avec les Nigérians pour repenser l'origine des collections issues du pillage de Benin City au Nigeria en 1897. Donc, gérer les collections ensemble, donc prendre soin de notre collaboration, c'est donc travailler sur l'histoire des collections et ça peut aller jusqu'au retour des objets. S'il y a une demande est faite, et ça c'est ce qu'on a fait en février dernier, la ville de Genève a rendu à des communautés, des peuples autochtones des États-Unis et du Canada, la Confédération iroquoise de Haudenosaunee, un masque sacré et un hochet cérémoniel qui avait été rentré dans la ville de Genève en 1825. Et ce qu'on a observé dans ce processus, c'est que le musée avait présenté ces objets sans le consentement de ces populations-là. Et alors qu'eux-mêmes avaient écrit un protocole en 1995 interdisant les musées de présenter ça. Donc pour nous, prendre soin, c'est ça aussi la collaboration. Là, on est vraiment pleinement dans ce qu'on entend par décolonisation. Mais aussi, on le fait d'une autre manière par rapport à nos publics. Et notamment, ce qu'on fait par la logique de prendre soin de nos publics et avec nos publics, c'est d'engager ensemble un discours et un dialogue et une discussion sur le vivre ensemble dans un environnement. Donc les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux sont abordés dans nos programmations publiques. Et ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de donner des outils concrets
à nos publics pour pouvoir faire quelque chose, parce que c'est ce qu'ils nous demandent aussi. Ils nous disent, c'est bien sympa les expos, mais qu'est-ce qu'on fait nous? Et donc, on met en place des ateliers, souvent basés sur la notion de réfléchir et agir par rapport à l'environnement, par exemple. Et donc, on réfléchit à comment recycler, comment réutiliser, réemployer. Ça peut être nos natels, nos vélos. Donc, on a des ateliers vélos au musée, des ateliers de réparation de téléphones portables, de natels ou de réemploi de vêtements, par exemple. Donc, ça, c'est concret. Et puis notre relation aussi, de manière à ce qu'on sait, on se pose souvent la question comment établir une relation de qualité avec l'environnement, avec l'écosystème dont on est interdépendant. Et ça, on le fait aussi avec nos publics. On a par exemple des ateliers d'écriture sur le fleuve, sur le Rhône. Et en fait, avant de commencer l'atelier d'écriture, on invite nos publics à aller faire une balade au bord du Rhône avec nous. Donc en fait, ne pas perdre de vue notre relation justement à la terre. Et puis quand on marche à côté d'un fleuve, on peut après peut-être plus facilement aussi écrire sur ce fleuve. Donc voilà, ça c'est à peu près les actions qu'on met en place. Et puis le dernier pilier, la dernière chose qui pour moi est fondamentale, c'est la manière dont notre propre institution, dont notre propre fonctionnement, on prend soin aussi. Et on prend soin d'abord des uns des autres. Donc on a tout un travail sur la prise de soin des collaborateurs, la santé environnementale et la santé de nous-mêmes. Donc on a par exemple des initiatives d'offrir des fruits et des fruits frais à nos collaborateurs, qui soient à la fois bio et de saison. Et en faisant ça, évidemment, on prend soin aussi de notre territoire, des agriculteurs locaux. Et donc, en fait, c'est ce qu'on essaie de mettre en place de manière fréquente. Et puis, ce que l'on sait, je finirai par ça, le musée d'ethnographie de Genève est un des 10 plus grandes institutions énergivores en ville de Genève. À nous tout seuls, on a l'équivalent énergétique de 80 ménages genevois. Et donc, on est bien conscient de ça aussi. Donc, comment on fait pour prendre soin de notre environnement, prendre soin de nos publics, continuer nos actions de mission de base, tout en étant très conscient qu'on a un impact négatif aussi sur tout ça. Et donc, on a des réflexions, évidemment, plus que des réflexions, on va plus loin même que des réflexions. On a mis en place des bilans carbone et puis on essaie de voir comment on fait pour réduire réellement, drastiquement, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on met en place pour prendre soin. Donc ma réponse était un peu longue, et c'est vraiment pour dire que la décolonisation, pour moi, s'inscrit réellement dans cette optique bien plus ouverte que ce qu'on peut parfois penser qu'il y a une relation simplement avec les collections, mais ça va bien au-delà de tout ça. Merci. Merci Karine. Une des choses qui était frappante pour moi récemment au MEG l'année passée, c'était l'exhibition Peuple autochtone et injustice environnementale, qui était aussi un co-construit avec des peuples autochtones. Donc c'est aussi une manière relationnelle de travailler aussi avec eux. Et donc ça me permet aussi d'aller vers Felwine pour poser une question par rapport il y avait dans l'ouvrage de Françoise Vergès, elle parle de fait que les musées, selon elle, pourront probablement pas se décoloniser. Et donc elle parlait que les musées doivent adopter un programme de désordre absolu. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques réflexions par rapport à des musées, ton travail, voilà. Oui, je veux bien, mais peut-être avant de parler du texte de Françoise, j'aimerais rebondir sur ce que Karine vient de dire. En fait, ce que j'aime bien dans ce que j'ai entendu, c'est l'idée déjà que le musée peut être à la fois un lieu de souffrance et de soins, donc une sorte de pharmacone. Être le poison et l'antidote. Avoir été le poison et décider d'être l'antidote. Et donc de prendre conscience du fait qu'en muséalisant les cultures des autres, on les a figées et on a voilé l'interrogation radicale que les cultures des autres nous ont adressée. Donc ça a été ça le musée, et donc le musée ethnographique. Et puis en produisant un discours sur les autres sans les autres. Et j'aime bien l'idée de faire intervenir les concernés dans le récit sur eux-mêmes, dans le récit sur leurs objets. Et de considérer que les objets ne nous appartiennent pas, qu'on va réfléchir maintenant à comment on partage la gestion, mais surtout comment est-ce qu'on ouvre le discours. Comment est-ce que le discours, ce n'est pas juste notre discours sur leurs objets. Nous, les anthropologues ou les historiens de l'art, eux qui avons collecté les objets et qui avons collecté des savoirs. Et il y a plusieurs situations dans lesquelles on s'est rendu compte que quand ce travail-là a été fait, les communautés qui ont produit les objets apportaient un savoir, mais d'une grande richesse sur leurs objets. Et puis ça repose la question de la fonction du musée. Je pense que le musée, aujourd'hui, au XXIe siècle, ne doit plus être le musée du
19e, du 20e. Et que les missions qui étaient les siennes à l'époque, il doit justement les repenser et être en mutation, le musée mutant, quoi, le musée mutant. À Dakar, il y a eu un musée que Senghor avait appelé le musée dynamique, avec l'idée que le musée doit s'interroger. Donc, du coup, peut-être que le musée doit se démuséaliser et sortir de cette idée de dire ce qu'on propose à la communauté, c'est notre identité, c'est les objets qui disent qui nous sommes, et on produit un discours sur ces objets-là, etc., et repenser fondamentalement. Donc l'idée de sortir de la propriété exclusive, pour moi, elle est importante, d'une part, et l'idée de faire en sorte que éviter de parler des autres en leur absence, et éviter de proposer un discours sur des autres cultures. Donc du coup, ne plus produire une altérité sclérosée, parce que c'est un regard sur l'autre, et accepter d'être regardé, et de convier l'autre au regard sur sa propre culture. Et j'ai commencé à lire le texte de Françoise, je ne l'ai pas fini, donc je pense que je suis au milieu. Je vois qu'elle convoque un concept fanonien, le désordre absolu, avec l'idée que la décolonisation est un programme de désordre absolu et qu'elle ne peut pas être le résultat d'une négociation, d'une discussion, mais c'est une rupture totale et fondamentale. Je ne sais pas en fait si l'idée c'est de dire il ne faut plus qu'il y ait de musée du tout, tu vois. Mais je pense qu'en tout cas les pratiques muséales, l'imaginaire des pratiques muséales, la cosmologie muséale, elle doit être repensée. Et que même avant la question de la restitution, il y a une critique du musée. Il y avait un corpus qui a voulu repenser le musée. J'ai lu des textes de Bourdieu sur le musée comme espace de reproduction de l'élite, qui vient, qui a les clés, qui a les codes pour lire les discours qu'on lui propose, le musée qui se propose d'éduquer la communauté. Mais si la communauté n'a pas une éducation artistique, une éducation à la lecture des œuvres au préalable dans les écoles et dans les lycées, c'est un lieu justement qui se substitue aux églises, qui devient un lieu de contemplation pour les gens qui ont accès, qui ont les codes, qui ont les lectures. Et il y avait déjà une critique de la fonction présupposée du musée. Est-ce qu'elle jouait réellement cette fonction-là, et que fallait-il faire pour qu'elle joue le musée, qu'elle joue la fonction qu'elle s'était donnée auparavant? Et le lieu, est-ce que ça doit être dans un lieu, est-ce que ça doit être un musée hors les murs, etc., etc. Est-ce qu'on doit mettre tout le patrimoine de la communauté dans un lieu et le garder, ou est-ce qu'on peut avoir un rapport au patrimoine beaucoup plus spatialisé? Est-ce qu'il peut être disséminé dans le corps social et activer le corps social à partir d'une pluralité de lieux? Donc toutes ces questions-là, déjà, elles se posaient sur la version 19e, 20e siècle. Et je pense que cette réflexion-là, elle doit être poursuivie, quoi. Que c'est un corps organique et vivant qui doit se réinventer dans sa forme, dans ses fonctions et dans ses spatialités. Karine, on a quelques minutes. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? À part dire que je suis complètement d'accord. Non, mais je pense que c'est important en effet de penser. Bon, on a des réflexions par rapport à ça, justement, par rapport à l'idée de. On a beaucoup au musée d'ethnographie de Genève en particulier, on a beaucoup réfléchi ces dernières années sur le fait de changer de nom ou pas, avec la notion d'ethnographie. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que dans tous les débats qu'on a eus, alors pour le moment on n'a pas encore changé de nom, mais parce que les réflexions sont en cours, mais dans tous les débats qu'on a eus, on a beaucoup posé l'attention sur ethnographie, donc évidemment une discipline qui a justifié des pratiques coloniales aussi, on le sait. Mais par contre, à aucun moment, et ça c'est quelque chose que je regrette, on a posé la question du mot musée. Et puis ça m'intéresse beaucoup quand Felwine dit que peut-être que les musées doivent se démuséaliser, se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un musée finalement, et comment on se situe par rapport à ça? Pourquoi on a toujours en tête, en tout cas moi personnellement en tête, cette idée qu'un musée doit être dans un lieu. Tout à l'heure, Bénédicte parlait de boîte noire, alors qu'on sait qu'on développe depuis des années des expositions hors les murs, qu'on a des ateliers volants, on a des médiatrices culturelles au musée qui vont dans les hôpitaux, qui vont dans des jardins. Donc en fait, quelque part, on n'est déjà plus un musée boîte, mais on continue à garder ce nom. Et quelque part, on essaye d'être, entre guillemets, post-ethnographique, en se posant la question qu'est-ce que ça veut dire vraiment, mais on garde ce nom aussi. Donc il y a plein de réflexions qui sont évidemment à faire, et j'attends que ça et qu'on le fasse. Merci. Merci. Donc, en fait, on est en train de visiter un peu quelques points clés dans les ouvrages de Felwine. On avait parlé de théâtre, des musées. On va passer à la ville. En fait, c'est les lieux pour habiter, qu'on peut habiter différemment à ces lieux. Felwine, tu t'es penché sur le dynamisme des villes africaines dans l'ouvrage d'Afrotopia, et d'habiter le monde. On parle de profonde crise de la relationnalité.
Et donc, on est en train de réfléchir la ville peut-être autrement, et je tourne à Violante. On vit dans un monde de plus en plus urbanisé, avec plein des inégalités, des injustices spatiales et sociales. Les villes sont-elles l'antithèse d'un monde relationnel? Ça, c'est une première question. Quel potentiel est-ce que tu vois? Quel dynamisme? Merci. Question difficile. La réponse courte est non. Je ne pense pas qu'elle soit l'antithèse. Pour moi, le problème, c'est pas s'il y a des inégalités, ça on sait, s'il y a des injustices spatiales et sociales, mais qu'est-ce qu'on en fait, comment on les regarde, quel type de regard on porte sur la ville, quel type de regard on porte sur l'urbain, et qui se fait porte-parole de l'urbain quand on en parle. Et je pense qu'il y a un problème fondamental de justice épistémique quand on parle des villes, qui est de deux côtés pour moi. Le problème, c'est qu'on les quantifie et on les hiérarchise, et ça, c'est les deux langages principaux quand on parle des villes. On les quantifie, enfin, on les homogénéise avec des slogans qui sont Paris 2024, Jakarta 2050. Donc, on donne une idée de ville homogène et qui est associée au centre-ville, et on enlève tout ce qu'on ne veut pas voir. J'ai écouté un podcast qui m'a beaucoup plu, les pieds sur terre de France Inter, qui parle de relations de la banlieue parisienne avec le périphérique. Et le journaliste, il essayait de faire dire aux banlieusards que Paris était leur centre. Et en fait, non, ça se trouve que Pantin parlait avec la Courneuve, qui parlait avec d'autres banlieues, et que Paris n'était pas le centre de la vie quotidienne. Et donc, je pense qu'il y a un problème de homogénéisation, il y a un problème de continuelle comparaison avec un modèle occidental de ville, de planification de ville, de même idée de culture urbaine qui est associée à une histoire profondément occidentale, et une catégorisation même médiatique. Quelles sont les 10 villes où on vit le mieux? Quelles sont les villes les plus polluées? Enfin, on classifie les villes et on classifie certaines choses très sélectives des villes. Et du coup, on perd ce qui passe à travers les mailles d'une vision économique des villes, qui sont aussi ces injustices spatiales et sociales, mais qui, à mon avis, constituent de un, une multiplicité de ce qui est l'urbain, et de deux, une multiplicité conflictuelle, évidemment, de l'urbain, mais d'où il y a un potentiel fondamental de faire du politique, qui sort du cadre de ce qu'on appelle institutions politiques, gouvernementalité, etc. Moi, je travaille sur un quartier, je fais de l'ethnographie, sur un quartier très touristique, très conflictuel d'Istanbul. Et en fait, on a des bâtiments, la Seine-Sophie en particulier, qui est considéré un endroit explosif politique. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'autour du chai et autour des heures et des heures où on a l'impression qu'on s'assoit et on parle de rien, en fait, c'est à partir de là qu'on crée des formes de politique qui, par contre, sont ignorées et sortent des cadres de ce qu'on pense être politique urbaine ou l'urbain. Donc pour moi, il y a une question, celle de dénoncer cette injustice épistémique. Et la deuxième, c'est de trouver un nouveau langage. Et je pense que ça a déjà ressorti beaucoup. Un langage qui parle de l'urbain à travers d'autres catégories qui ne sont pas celles de politique publique, qui ne sont pas ceux de l'académie quand on parle d'urbain. Mais pour moi, en tout cas, le féminisme et la géographie féministe m'ont introduite à l'idée de l'intime, du sensible, de l'affectif, comme des formes de parler de l'urbain et de la relation entre humain et infrastructure, humain et vivant au sein d'une ville, mais qui sortent du langage commun de quand on parle à l'espace urbain et quand on parle au centre-ville de l'espace urbain. Donc cette idée de trouver un nouveau langage implique à nouveau des conflictualités, implique s'ouvrir à une multiplicité de langages qui sortent des catégories qu'on connaît, mais pour moi c'est fondamental, et c'est pour ça que j'aime autant cette idée que tu montres dans Habiter le monde, que j'espère que tu n'as pas dépassée, qui est celle de circulation, parce que je trouve que dans l'idée de circulation, elle dénigre pas le conflit, elle dénigre pas la multiplicité, mais elle le prend comme base de ce qui peut constituer une forme de vie politique urbaine. L'autre question qui m'a interpellée dans Habiter le monde, c'est cette idée de
non seulement habiter, c'est-à-dire s'installer dans quelque chose, s'installer dans la ville, s'installer dans l'urbain, mais choisir une modalité d'établissement. Et je pense que ces relations, ces heures autour du chai, ces espaces intimes, ces relations entre le quartier, dans l'espace privé qu'on a considéré comme hors cadre de la ville, ouvrent des circulations et ça nous interroge sur quel type de mode d'établissement on veut établir avec l'espace urbain, qui à nouveau n'implique pas d'ignorer les injustices spatiales et sociales, mais de les prendre comme base de discussion sur comment les traduire, comment les penser. Et c'est pour ça que j'ai une question pour toi, Felwine, sur cette idée de modalité d'établissement et qui décide de cette modalité d'établissement et qui la demande à qui. Parce que dans Afrotopia et aussi dans ta discussion avec Gaël Giraud, tu penses de l'autoresponsabilité des villes africaines et tu évoques aussi la possibilité qu'elles soient modèles d'éco-responsabilité, qu'ils soient modèles d'une autre façon de penser l'urbain et le vivant qui soit moins consumiste, moins extractiviste. Mais pour moi, il y a une question qui se pose même de ma propre positionnalité. Qui demande à qui? Avec quelle légitimité on demande, on exige des villes africaines en vue de cette injustice épistémique, qu'elles soient modèles de transition, qu'elles soient modèles de changement? Melvin, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je suis vraiment d'accord avec l'idée de la production de la ville à partir des relations organiques des composants de la ville qui produisent du lien, qui produisent du politique, qui produisent du social, et une ville qui se produit organiquement à partir de ses habitants. C'est une ville qui diffère, qui entre en interaction avec celle qui est planifiée par les urbanistes et par ceux qui ont une vision de ce que la ville devrait être. Avec l'idée au départ, chez eux, que la ville doit répondre de ses fonctionnalités, quoi. Elle doit rendre des services de mobilité, elle doit pourvoir de l'énergie, de l'habitat, de la circulation, etc., ce que l'on comprend, mais en omettant totalement le fait que c'est un lieu de production du lien. C'est un lieu de production du lien, et même de la convivialité selon certaines cultures et civilisations. Et ici, à Lausanne, il y a deux individus qui travaillent sur les villes, et donc je trouve le travail hyper intéressant. C'est Jérôme Chenal et Armel Kemajou, qui repensent les villes africaines et qui essaie de les désarimer à l'imaginaire des villes occidentales comme référent ultime. Il y a eu des chansons au Sénégal où on disait en l'an 2000, Dakar sera comme Paris. C'était une chanson qu'un chanteur qui s'appelait Pacheco chantait, et ça disait bien l'imaginaire de l'évolution de la ville. Une ville dakaroise qui devienne comme une ville occidentale, etc., etc. Et récemment, on nous vend les smart cities comme étant le nouveau modèle vers lequel il faudrait aller, en omettant l'idée de cette production organique, d'une part. Et deuxième question que j'aimerais peut-être soulever en réponse à ce que tu viens de dire, la question de l'habité colonial, nous n'en sommes pas encore sortis. Lorsqu'on prend des villes comme Alger, elles ont été construites, des villes coloniales, elles ont été construites contre les populations indigènes. Toute la fonctionnalité de la ville a été construite pour l'administration coloniale et à l'envers, à l'encontre des besoins des populations indigènes que progressivement on a poussé des centres-villes, on les a emmenés vers des périphéries. Et toute l'architecture a été faite contre ces formes de vie-là. Et nous sommes venus les habiter sans les interroger. Nous sommes venus habiter des lieux qui ont été faits contre nos sociétés et sans nous poser le temps de dire, tiens, cet habité-là avait... Donc l'habité colonial avait un sens bien profond. Et peut-être que la déstructuration de ces formes d'habiter, elle se fait dans le temps, elle se fait de manière, je dirais, non pensée, mais elle est hyper intéressante à regarder. Armel Kemajou, qui est ici, il s'est posé la question de savoir comment les villes africaines, elles progressent. Parce que généralement, on voit de nouveaux quartiers qui n'ont pas été planifiés, qui n'ont pas été prévus, et les gens s'installent, et les gens vivent là, et puis on a des problèmes d'adduction d'eau, d'électricité, de routes, et on trouve que c'est des campements sauvages. Il a pris des motos, il a mis des GPS, et il les a laissés circuler dans la ville, dans les lieux, et il a essayé de comprendre organiquement comment ces nouveaux campements dans la ville se faisaient, et il a trouvé la rationalité. Les populations sont intelligentes, elles savent pourquoi elles se mettent dans un lieu, et il y a une forme de production de la ville d'en bas, et il a pris ces ressources-là, et puis il a dit aux planificateurs, voilà, si vous voulez savoir la ville de Cotonou, la ville de Lomé, telle ville africaine, comment elle va évoluer dans les années à venir, voici les logiques d'implantation des populations qui sont extrêmement rationnelles, qui répondent à des besoins, qui répondent à une vision du lien, qui répondent à une vision de la production du social et du politique. Donc,
c'est à vous de mettre des routes, c'est à vous de mettre de l'électricité, c'est à vous de mettre de l'eau et de considérer cette production organique de la ville comme une production à prendre en compte et ne pas venir avec votre cadre préétabli parce qu'il y a une vision de l'habité que vous surimposez à des formes sociales, à des rapports culturels, à des visions de l'espace, à des manières d'habiter dans l'espace, etc., etc. Et je trouve que c'est aussi un bastion, cette histoire de la ville, c'est aussi un bastion à repenser fondamentalement, quoi. Et si les gens, justement, quoi, veulent habiter leurs espaces de manière pleine et de manière épanouie, on ne peut pas faire fi de leur rapport au temps, de leur rapport au lien, de leur rapport à l'espace. Et le chai que tu évoques à Istanbul, à Dakar, c'est le ataya, quoi, c'est le thé. Les gamins sont assis devant la porte, ils passent des heures à boire du thé, et puis on dit, c'est des fainéants, ils ne travaillent pas, ils tuent le temps, tout ça, etc. Et puis on oublie que là, ils créent du lien. C'est de la production du politique, etc., etc. Et qu'il y a énormément de choses à lire en dehors simplement de la fainéantise ou de l'oisiveté, etc., etc. Et que peut-être, ici, il y a une question de la métonymie. La ville n'est peut-être pas le réceptacle de l'opérationnalité, mais c'est le lieu de la production du vivre ensemble. Et c'est le vivre ensemble qui doit être habité, plutôt que envisager les choses à l'inverse. Et peut-être que c'est ces régimes de production-là, c'est peut-être là aussi où il y a cette injustice épistémique. C'est la légitimité que l'on accorde à ces régimes de production de la ville. On considère que la ville ne doit pas être produite ainsi, qu'elle doit être pré-produite, comme un préfabriqué qu'on pose, comme les nouvelles villes africaines, on les construit d'abord et on demande aux populations de venir habiter. Et je terminerai là-dessus. Récemment, j'ai vu des initiatives intéressantes. À Chamoiseau, en Martinique, on lui avait demandé de produire une vision de la ville à partir d'un regard artistique. Et il a passé 2 ans à consulter tous les artistes de la ville, les écrivains, les peintres, et à leur demander quelle ville ils souhaiteraient, quelle ville ils veulent, à avoir des consultations avec les familles, etc., etc. Et il a trop pris son temps, et le temps qu'il finisse ce travail-là, la mairie avait changé, donc du coup, le nouveau maire qui est venu n'était plus intéressé par produire la ville à partir du bas. Mais je pense que cette idée de produire la ville à partir du bas, et de demander aux individus quelle ville ils veulent, que signifie la ville pour eux, et comment ils l'envisagent, et quels imaginaires de la ville ils ont, et à partir de là, comment on pourrait la concevoir, ça me semble une idée intéressante à explorer dans un temps relativement long. Donc, il me semble on touche souvent les mêmes thèmes. Il faut repenser nos rapports entre nous, avec les autres, avec les lieux. Il faut tenir compte de l'histoire, mais aussi pas trop, de ne pas être figé dans l'histoire non plus. On va bientôt venir préparer bien vos questions, parce qu'on va bientôt ouvrir au public. Mais une dernière question par rapport à la durabilité. C'est une notion qu'on travaille beaucoup dans notre faculté. On parle d'habiter le monde. C'est la fête de 20 ans de notre faculté. Et donc, comment tu situes, peut-être c'est évident, mais on touche souvent ces thèmes d'habiter le monde avec la durabilité, mais plus concrètement, comment tu vois le lien entre ces deux concepts-là? En tout cas, dans ma vision de l'économie, et je n'aime pas le terme développement durable, parce que je n'aime pas développement, et tous les épithètes qu'il y a autour, tu vois, bien que je considère que l'idée de durabilité et l'idée de soutenabilité, elle est importante. Et que fondamentalement, l'argument, en tout cas ce que je défends, c'est qu'on n'est pas obligé, nous en tout cas, de refaire les erreurs de la révolution industrielle du XXe siècle et de repasser par les mêmes étapes. On peut considérer ce qu'il y a à apprendre et considérer que fondamentalement, on peut mettre en place des modes de production qui ne sont pas anthropiques, qui s'intègrent dans les cycles naturels, qui dans leur moralité de déploiement régénèrent les ressources sur lesquelles on se fonde. Et on peut tout de suite aller à des économies vertes et à des économies bleues. Donc des modes de production durables. Et qu'on n'est pas obligé, et qu'on peut faire le saut. On peut faire le saut qualitatif. D'adopter un régime de production qui est tout de suite éco-responsable et durable. Et que cette revendication que l'on entend des fois, qui consiste à dire vous avez pollué, vous vous êtes développé, maintenant laissez-nous à nous notre taux de pollution pour du développement industriel. Et qu'aujourd'hui, on émet 5% des gaz à effet de serre, tout le continent émet 5% des gaz à effet de serre. Et je pense que là, il y a une sorte, je ne dirais pas une révolution épistémologique, mais en tout cas, il y a une sorte de rupture d'imaginaire du développement économique qu'il faudrait opérer, et les modalités. En plus, en termes de procédés, on sait que c'est possible, on peut le faire.
on peut aller vers des mix énergétiques, on peut aller vers des énergies durables. Ça coûtera des investissements au début, mais même cette idée de transition énergétique, elle m'intéresse parce que je me dis, ceux qui transitionnent, c'est ceux qui sont déjà dans un modèle qui est principalement fondé sur le nucléaire, sur etc. Mais ceux qui sont encore en train de lutter pour répondre à ces besoins-là, ben, ont peut-être moins besoin de transitionner, ils ont peut-être besoin de mettre en place d'autres formes tout de suite. Et c'est là où ça m'intéresse. Et la question qui m'intéresse, c'est comment faire en sorte pour que nos élites sortent de cet imaginaire-là. Nos élites veulent des centrales électriques, veulent des villes comme les villes occidentales, avec toutes les contraintes énergétiques. Au Sénégal, lorsque notre président est arrivé, il a pensé une nouvelle ville, à Diamniadio, à la sortie de Dakar. Et quand on regarde l'imaginaire qu'il avait, c'était une sorte de mini Dubaï, quoi, qu'il voulait mettre là-bas. Et juste à la sortie de Dakar. Donc, ça n'a aucune rupture avec cet imaginaire-là. Je veux dire, même tous les débats que l'on a, les infrastructures, le TER, on est toujours dans cet imaginaire-là. Et je pense que dans beaucoup de régions dans le continent, les leaders, les élites politiques sont encore absolument enfermés dans cet imaginaire-là. Et pour moi, la question, c'est justement comment les amener à changer d'imaginaire et à ne pas considérer que ne pas aller dans ce sens, ça ne veut pas dire ne pas entrer dans la modernité. Je veux dire, il y a toute une catégorie qui sont liées à ça, quoi. C'est quoi une ville moderne? Et des fois, ils ont le sentiment que des propositions durables qu'on leur propose, ce sont des propositions qui les inscriraient dans une forme de stagnation, etc., etc., etc. Et c'est ça qui m'intéresse dans le concept. Mais surtout, là où j'ai envie de réfléchir aujourd'hui, c'est comment faire en sorte pour que ces catégories-là, elles puissent être progressivement remplacées par d'autres imaginaires qui permettraient que l'on arrive à d'autres modes de production sans avoir le sentiment que nous sommes en retard, que nous ne faisons pas comme les autres, etc., etc., etc. Merci. Alors, maintenant, on va prendre quelques questions. Il y aura 2 micros, donc merci pour ceux qui s'occupent des micros, de balader avec ça. Et puis, ça peut être des questions adressées à n'importe quel participant sur le panel. Ah oui, vous avez les 2 là. Oui, c'est bien. Donc, on prendrait une première question par ici, et la deuxième là. Donc, première là. Je peux commencer? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sarr. Récemment, Malcolm Ferdinand a fait un tour au Brésil. Il a partagé, à l'Université de São Paulo, il a partagé les podiums avec Antonio Bispo, Kabengele Munanga et Yana Sanchez. Donc, les noms de ce podium étaient Confluence, Aquilombamento, l'Anthropocène, Contre-coloniser, l'écologie. Votre contribution m'a beaucoup rappelé de ces moments et je vous remercie beaucoup pour ça. À cette occasion, Antonio Bispo, il parlait d'une cosmovision, comme vous, quilombola. À l'intérieur, en fait, la difficulté de parler de cette cosmovision à l'intérieur de l'académie, de l'université. Dans ce sens, ce que je voulais vous poser comme question, c'est comment vous sentez l'académie? L'académie en étant justement un temple de la cosmophobie. Est-ce qu'on peut parler de cosmovision à l'intérieur de l'académie? Merci. Je pense que ça dépend des lieux. Dans les universités françaises, déjà, ils ont du mal avec la pensée décoloniale. Donc je pense qu'on n'en est pas encore là-bas à penser à des cosmovisions nouvelles. Parce que déjà, la pensée décoloniale, tu vois, ça leur hérisse les poils, quoi. Ils font des tribunes, les sens scientifiques contre je ne sais quoi d'autre. Aux États-Unis, on veut recruter dans nos départements des chercheurs spécialisés sur les savoirs dits indigènes. Les indigenous knowledge qui viennent de ces lieux-là. Je veux dire, et les débats, c'est de dire, je ne veux pas idéaliser la fac américaine, mais quand même, il y a une plus grande ouverture épistémologique. Et les débats consistent à dire, il faut en recruter 5, 6 et pas un seul pour qu'ils aient vraiment un espace dans l'université et que ces savoirs-là arrivent. Donc, Malcolm Ferdinand était venu à Dakar lors des derniers ateliers de la pensée avec quelqu'un qui s'appelle Denetem Touamebona, qui pense aussi le Quilombo et qui pense qu'on peut, dans la recherche de nouvelles formes sociales, on peut aller chercher des ressources
de ces manières d'habiter ces territoires qui ont été conquis pour être libres et dans lesquels la prise de territoire a permis d'expérimenter d'autres types de relationnalité, d'autres formes de production du politique, de l'économique, et qu'au moment où on cherche à réinventer les manières de vivre ensemble et les communautés politiques, dans ces expériences-là sont des ressources qui peuvent nous aider à penser. La forêt, elle peut nous aider à penser, etc., etc. Et donc, du coup, je pense que de plus en plus, il y a un espace où les latino-américains, Bus Albert, David Kramukopenawa avec la chute du ciel, le travail d'Ailton Krenak aussi. Donc toutes ces idées-là, elles circulent vraiment. Toi, je trouve qu'elles circulent dans beaucoup d'espaces et elles nourrissent la réflexion sur comment réinventer les mondes. Il n'y a que la petite hexagone et la Gaule que je vois qui résistent, quoi, fondamentalement. Et je pense qu'il y a un vrai mouvement de dire les formes du politique, les rapports avec les non-humains, les relations avec le vivant, les modes de production économique relèvent d'une archive plurielle. Et ces archives-là sont des ressources qui nous aident à repenser comment articuler la chose et comment réinventer des rapports avec le vivant. Et les territoires qui ont été aux prises avec ces problématiques-là et qui ont dû inventer pour des nécessités historiques d'autres formes sont des ressources d'autant plus précieuses que leur détermination historique les ont obligés à repenser ces catégories-là, soit de manière confrontationnelle, soit de manière subsidiaire, mais elles ont dû, ou bien celles qui ont échappé à l'uniformisation du mode de production du politique nous offrent des exemples intéressants à regarder. Il ne s'agit pas de dire on va les répliquer telles quelles, mais en tout cas de la ressource pour réfléchir, pour repenser et surtout se rendre compte que il y a une pluralité de possibles qui existent et que les communautés humaines sont très ingénieuses et qu'elles peuvent produire une pluralité de rapports au territoire, à l'économie, à l'écologie. Et ça, je trouve ça intéressant. Et je trouve que de plus en plus, il y a une plus grande littérature dans ce domaine et une plus grande circulation de ces idées-là. Donc, il n'est pas dit que toute cette circulation, elle va se cristalliser dans les années à venir dans des formes totalement nouvelles, mais en tout cas, la réflexion est en chantier à nouveau et des ressources nouvelles qui viennent d'autres lieux sont en train de circuler, je trouve, de manière importante. Et je pense que l'université, en tout cas, si elle devient une pluriversité, et c'est ce que je souhaite, elle peut accueillir une pluralité de cosmologie, de savoir et de cosmovision, si elle repense fondamentalement son rôle, pas comme un lieu et qu'elle repense son rapport savoir et société. Si elle arrête de se poser comme le lieu exclusif du savoir qui doit irriguer la société, mais qu'elle considère que les savoirs produits dans les sociétés doivent entrer dans l'académie pour la transformer, elle peut être un lieu qui accueille cette pluralité de gestes-là. Merci. On va passer, il y avait une deuxième question là. Oui, vous m'entendez? Oui, merci beaucoup, Felwine Sarr, pour cette intervention. Moi, j'ai une question sur votre conclusion, qui partirait de votre conclusion lorsque vous appelez à réinventer une écologie du lien. Vous avez cité notamment Philippe Descola, au-delà de la nature et de la culture, en indiquant comme lui que, au fond, ces ressources existent déjà pour des formes de cosmogonie qui ne seraient pas basées sur cette séparation entre l'humain et le vivant, la nature ou la culture. Alors, la question que j'ai, elle est double. La première, c'est dans quelle mesure ce que vous dites m'a fait énormément penser au travail de Bruno Latour sur la question des humains et des non-humains. Déjà, dans son premier travail de 1991, Nous n'avons jamais été modernes, où il part déjà de la crise écologique pour faire le constat de cette multiplicité et de cette multiplication des êtres hybrides, justement, qui vient bouleverser ce mythe de la modernité occidentale qui se base sur cette séparation, comme vous l'avez bien montré. Et parmi ces hybrides, parmi ces acteurs ou actants non humains, il mentionne déjà Gaïa, qui est donc la Terre, mais vue comme un actant, cette fois-ci. Et donc ça, c'est ma première question. Quelles sont vos affinités de pensée avec la pensée notamment de l'anthropologie symétrique de Bruno Latour pour penser la question de la crise écologique et des cosmovisions qui ne sont pas anthropocentristes. Et il me semble que vous allez vraiment dans cette direction avec habiter la Terre. Maintenant, si l'on revient à partir de ce travail-là
donc ce chemin que vous parcourez à votre travail sur Afrotopia. Donc d'Afrotopia à quelque chose qui pourrait s'appeler peut-être Terratopia, qui serait votre Gaïa à vous. Je me demandais au fond, qu'advient-il de la question de la modernité qui se trouve, enfin que vous travaillez dans Afrotopia. Et puis si vous suivez le chemin latourien, en fait, voilà, ça se complique un tout petit peu parce que il montre justement que, y compris dans la cosmogonie de la séparation, en fait, on n'a jamais été moderne. Et j'aimerais savoir ce qu'il advient justement de cette proposition de la modernité lorsque vous discutez de la possibilité d'une modernité africaine. Et là, aujourd'hui, la possibilité de retrouver dans des cosmogonies non occidentales les ressources pour fonder une nouvelle écologie du lien. En fait, l'idée, pour moi, c'est que je préfère le terme de la contemporanéité à celui de la modernité. Dans Afrotopia, j'en fais une critique et je propose le terme afro-contemporanéité pour éviter le déterminisme de l'évolution historique du temps moderne, qui serait le temps qui succède le temps traditionnel et ancien, et qui aurait comme grand ordonnateur la raison contre les dieux, contre les autres formes de détermination du politique et du sensible. Avec l'idée que bien évidemment, on peut être moderne sans être occidental, déjà d'une part, mais même cette injonction à la modernité, je l'interroge fondamentalement. Je trouve que c'est une dénomination d'un régime d'historicité. Et un régime d'historicité qui s'est auto-institué. Nous sommes les modernes, puisque nous sommes beaucoup plus contemporains que les anciens. Et au-delà de cette détermination-là, nous caractérisons ce temps comme un temps de la modernité, avec ces critères-là. La raison ordonnatrice, un rapport aux traditions. Mais le problème que je trouve à cela, c'est que nous en faisons une téléologie. Toutes les sociétés doivent sortir de leur tradition et arriver à la modernité. Et donc nous réinstallons la marche linéaire de l'histoire. Je pense qu'il y a une contemporanéité de plusieurs mondes dans les sociétés. Et en plus, nous instituons une forme de temporalité unique. Pas que dans les sociétés africaines, mais dans plusieurs sociétés, il y a une contemporanéité de plusieurs époques qui sont en même temps là. Je veux dire, vous allez dans une banlieue africaine ou dans un village, vous allez voir un gars qui est sur une charrette, qui a un téléphone portable qui est connecté, qui est habillé d'une certaine manière, qui a des modes de production qui peuvent relever peut-être des fois du néolithique, s'il va dans son agriculture et s'il continue à cultiver son champ avec la daba et la hilaire, mais qui en même temps, chez lui, rend plusieurs époques et mondes contemporains. Et je pense qu'en fait, le défi que nous avons aujourd'hui, c'est de nommer un régime d'historicité qui sortirait de cette téléologie. C'est de dire aujourd'hui le régime d'historicité dans lequel on est ou vers lequel on va, quel nom lui donnons-nous? Qu'est-ce qui le caractérise? Et pour moi, c'est l'inverse. Ce n'est pas d'arriver avec des concepts préétablis qui sont issus d'une culture théorique, mais de tenter de regarder comment les sociétés elles se donnent à nous, comment les lire. Et pour moi, c'est un grand défi. Et justement, c'était le défi que j'avais dans Afrotopia, de tenter de lire les villes africaines, les sociétés africaines, en dehors des catégories pré-imposées de développer, de pas développer, de traditionnel, de pas traditionnel, de moderne, de pas moderne. On a défini ce qu'est la modernité, donc je cherche les signes de la modernité dans les sociétés africaines. Je me dis non, je les regarde telles qu'elles s'offrent à moi. J'essaie d'exercer un regard plus ou moins lucide, et ce qu'elles me disent de leur contemporanéité à elles-mêmes. Et ce que je me rends compte, c'est que dans cette contemporanéité-là, elles ont des temps composites. Elles rendent contemporains plusieurs mondes. Elles enchevêtrent plusieurs mondes. Et je n'ai pas encore trouvé le mot pour ça. C'est-à-dire que je pense que ça aussi, ce sera une étape que nous franchirons si on arrive à nommer un nouveau régime d'historicité, mais un régime qui est non linéaire, qui est non progressiste, et qui accepte d'être sur plusieurs échelles, qui enchevêtre plusieurs temporalités, et qui peut-être est le fruit d'une aspiration d'un mieux-être ou d'un rapport au vivant renouvelé, etc., etc. Donc du coup, tout en usant de concepts, je sens la difficulté d'inscrire cette réflexion dans des concepts qui sont déjà habités. Et donc, du coup, je me dis que la réalité, elle doit éclater les concepts qui nous servent à l'approcher. Donc, je sens que le concept lui-même est déficient, mais il m'aide à avancer pas à pas. Mais pour être fondamentalement honnête, même y compris la réflexion sur les modernités alternatives, je la questionne. Parce qu'elle installe quand même l'idée que le temps moderne est la téléologie et que c'est un passage obligé. Et je me dis, mais comment on n'est pas en mesure de trouver une catégorie qui dit comment les sociétés, comme des corps organiques, qui
englobent leur histoire, se mettent en mouvement et quels sont les signes que nous voyons dans ce mouvement-là et comment catégoriser ce mouvement. Alors, je suis très sensible au travail latourien, mais quand je regarde les sociétés africaines, j'ai l'impression que ces questions-là, elles les ont expérimentées, elles les ont vécues, elles ne les ont pas assez théorisées. Et des fois, quand je vois des propositions théoriques, je me dis, mais c'est ce que les gens font depuis longtemps dans nos espaces, sans mettre des mots dessus, sans nommer ce qu'ils font. C'est des manières de vivre que les gens ont, sans produire la catégorie conceptuelle. Et j'ai humblement le sentiment que nous sommes en avance là-dessus, et que peut-être il nous manque les mots pour nommer nos réalités. Et donc, ces concepts sont intéressants, mais généralement, la limite que je le trouve, à part chez les anthropologues qui ont fait un grand voyage de décentrement, c'est d'être toujours centré dans le geste de la modernité occidentale et d'avoir du mal à appréhender la pluralité, le foisonnement des temporalités et des rapports au monde que le monde offre. Et c'est un reproche que je ne peux pas leur faire totalement parce que c'est difficile d'appréhender la globalité. Et puis, on part d'un lieu. Mais souvent, j'ai le sentiment que c'est une archive qui a du mal à se laisser déborder par le grand foisonnement de ces relations-là dans d'autres espaces. Quoi. Et des fois, quand nous, on vient puiser dans ces concepts-là, des fois, c'est des concepts qui font écho avec des réalités que nous avons déjà vues. Et des fois, j'ai le sentiment que nos réalités, elles sont tellement vastes et que pour l'instant, elles sont inconceptuelles. Merci. Dernière question. Je pense que j'ai vu monsieur là. Et puis après, on aura l'apéro. Donc, il ne faut pas faire trop long. Je vais faire très court. Merci. J'ai l'habitude d'être un peu lent. On les nomme souvent dans nos langues. Ah, super. C'était juste ça que je voulais dire. Et c'est vrai qu'on ne les a pas nommés dans les langues occidentales. You're absolutely right. Donc, avec ça, on va clôturer la séance. Avant de passer à l'apéro, je voudrais vraiment remercier Felwine Sarr, Bénédicte Brunet, Karine Aïeli-Durand et Violante Torre pour leur participation. Aussi, on est dans la faculté de géosciences et l'environnement, mais on voudrait remercier le Bureau d'égalité et de la chance, l'Institut de géographie et durabilité. Et puis, il y avait aussi un tout petit comité qui avait organisé cette séance, y compris Violante et Martin Müller, Ariane Cosio, Mathis Stock et aussi Nathalie Emsch, parce que sans elle, en fait, on sera perdu. Donc, merci beaucoup tout le monde et je vous invite de passer à l'apéro à l'extérieur. Merci.